4, 3, 2, 1. Eh bien, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Merci et bienvenue sur ce webinaire, conférence autour de Copilot M365 et du déploiement de Copilot M365 dans les entreprises. On est content ce matin parce qu'il y avait beaucoup d'inscrits sur le webinaire. Donc, on est parti pour 45 minutes. On a un timing assez serré parce qu'on a plein de choses à partager. Vous avez la fenêtre de chat si vous voulez réagir, poser des questions. On fera en sorte de pouvoir y répondre. Et puis également sur certaines diapos, alors on relèvera le point, mais il y aura un petit point, vous verrez un petit point d'interrogation en haut à droite. Et ça veut dire qu'il y aura un sondage dans la partie chat, donc auquel vous pourrez participer, bien évidemment. Et on va commencer par se présenter avant de partir. Tac. Alors, hop. Allez, vas-y. Salut Mathis, je te laisse te présenter. Salut Simon, donc bonjour à toutes et à tous, merci d'être présent ce matin avec Simon et moi-même autour donc de sujets qui concernent l'IA générative. Donc je me présente, Mathis Bourriaud, je suis consultant en IA générative chez Isatech depuis maintenant 2 ans et je suis accompagné de mon cher Simon. Et ben rebonjour, et donc mon responsable produit chez Isatech depuis 9 ans je crois maintenant. Bon. Allez. Donc au programme aujourd'hui, on va Oui. avoir 4 grands sujets. Donc le premier, c'est déjà de répondre à la question en fait de pourquoi agir maintenant. On entend parler de l'IA générative et on se pose plein de questions autour de ces sujets, de ces tendances de marché, etc. On va également évoquer donc les 3 décisions clés aujourd'hui pour un COMEX. Quelles sont ces décisions clés et comment les mettre en place. On va également vous partager un retour d'expérience avec Simon auprès donc d'un contexte d'un client. Et enfin, la dernière partie, ça va être la démonstration d'un outil d'IA générative qui peut répondre à vos usages et à vos besoins. Donc, tac. Pour le pourquoi agir maintenant, on va tenter du moins de répondre à cette question. Comme je l'ai expliqué précédemment, on sait que l'IA est omniprésente autour, voilà, on parle beaucoup de ces sujets depuis maintenant 2 ans. Que ce soit dans un cadre professionnel ou dans un cadre personnel à la maison, avec des amis, avec des collègues d'entreprise. Et donc l'objectif en fait de ce point-là, ça va être de justement de vous donner les clés de pourquoi il faut y aller, pourquoi l'IA c'est omniprésent et pourquoi c'est un sujet qui est très important aujourd'hui en 2025. Donc l'IA générative, aujourd'hui, elle est présente à la fois dans le milieu personnel, mais aussi professionnel. Donc là, je vous présente quelques petites études à ce sujet. Donc si je reprends la première étude de BPI France qui a été réalisée en 2025, donc en février 2025, donc c'était un sondage qui a été mené auprès de plus de 3000 dirigeants de PME et TPE. On peut voir aujourd'hui qu'il y a plus de 31% de ces entreprises qui utilisent l'IA générative. J'ai également repris donc la statistique de l'étude de Boston Consulting Group en ce qui concerne l'usage en fait des collaborateurs. Donc c'est très bien, on sait que des entreprises, des sociétés, des groupes utilisent l'IA générative, mais quelle est la question autour donc des collaborateurs? Et donc c'est une étude qui a été menée en 2024 qui révèle que 43% des collaborateurs utilisent l'IA générative. Donc ça fait quasiment un employé sur 2 qui utilisait en 2024 cette IA. Pourquoi? Pour des raisons souvent de gain de temps, d'amélioration de productivité, également en qualité de production. Et parmi justement ces collaborateurs qui déclarent utiliser l'IA, il y avait une autre étude qui a été réalisée également en 2024 par le Work Trend Index qui révèle qu'en fait 80% de ces utilisateurs apportent leurs propres outils. Et c'est très intéressant en fait comme statistique où auparavant en fait les collaborateurs récupéraient les outils d'entreprise pour les utiliser dans un cadre personnel. Et là, en fait, on voit que la tendance commence à s'inverser, où en fait, c'est les collaborateurs qui vont apporter leurs propres outils personnels dans un cadre professionnel.
Donc, à côté de toutes ces grandes études, on peut voir donc les besoins. Enfin, en tout cas, nous on a cherché avec Simon à structurer et résumer les attentes de nos clients aujourd'hui, donc des PME et des ETI, autour de 5 grands sujets. Donc, le premier sujet, c'est anticiper en tout cas les évolutions, se questionner sur l'avenir qui aujourd'hui comment je pourrais en fait aborder cette évolution technologique. Ensuite, la deuxième brique, ça va être concernant la maîtrise des risques et des budgets. En effet, ces avancées technologiques ont un coût. Comment aujourd'hui je structure ce coût, donc comment je maîtrise mon budget et je maîtrise en fait les risques qui peuvent être liés à la responsabilité, à l'éthique ou également à la sécurité des données. Il y a également l'objectif, en fait, lorsqu'on investit dans des fonctionnalités, c'est d'essayer de retirer, en fait, de créer une valeur qui va être pérenne pour l'entreprise. Et lorsqu'on déploie, en fait, ces nouvelles fonctionnalités, on se pose bien sûr la question de comment je garantis l'adoption auprès de mes collaborateurs lorsque je leur déploie de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux outils, comment je m'assure qu'en fait ceux-ci les utilisent et donc que ça entraîne des succès et un retour sur investissement. Et enfin, la dernière brique, c'est comment en fait aujourd'hui j'arrive à imbriquer l'IA générative dans la stratégie du groupe et donc dans les objectifs business. Et pourtant, merci Mathis pour avoir posé le décor. Donc on voit d'un côté, il y a énormément d'adoption, énormément d'attentes. On est vraiment dans le hype, là, en haut de la vague. Et pourtant, ce qu'on voit, alors si vous suivez un petit peu l'actualité sur l'IA, c'est difficile de toute façon de pas la suivre parce qu'on est vraiment immergé dedans, qu'on le veuille ou non. Ce qui ressort là, c'est en fait une succession d'études qui démontrent que les experts ont beaucoup de mal à démontrer le retour sur investissement financier des projets dans les organisations. Cet été, là, entre autres, la première étude du MIT, là, elle est sortie donc cet été. Elle indique que c'est à peine 5% des projets qui parviennent à démontrer un succès, enfin un retour financier. Donc, je ne vais pas détailler ici les différentes études, que ce soit donc celle du MIT là, de cette année, de l'année dernière, celle du BCG, de Full Stack Lab ou NTT Data. Mais globalement, c'est dit que les entreprises qui déploient des projets autour de l'IA générative restent souvent bloquées dans des phases de POC, de recherche et développement, et qu'on arrive rarement à les mettre sur le marché et à générer un bénéfice. Donc, on pourra vous donner les références sur ces études-là. Moi, je vais passer sur la suivante, là, qui était celle de BCG, à nouveau, donc, qui est en fait basée sur un entretien d'un millier d'entreprises. Et là, le BCG, à l'époque, celle-ci date un peu plus, identifiait que seul un quart en fait, des entreprises parvenaient à générer des revenus à partir de l'IA. Et l'élément à retenir, et qui est en fait un peu contre-intuitif, c'est que c'est 26, enfin ce quart d'entreprises qui parviennent à générer des revenus. Donc c'est ce que ici le BCG appelle des leaders IA. Étonnamment, ce sont des entreprises qui investissent d'abord dans les équipes et les processus. Donc c'est le petit rectangle là en bas sur la partie droite. On voit que 70% en fait des investissements sont tirés sur les équipes et les processus. Certes, il y a une partie techno, mais il n'y a pas que cette partie techno. Et bien souvent, ce qui compte, c'est la mise en place de ces innovations dans une organisation, l'alignement des pratiques pour en tirer des bénéfices. C'est quand même l'enseignement qui ressort majoritairement de ces études. Et donc, c'est un point sur lequel on pourra revenir. Parce que c'est essentiel de prendre en compte les personnes avec lesquelles vous travaillez. On peut là-dessus d'ailleurs relever en fait un certain nombre de paradoxes de l'IA. On entend souvent, est-ce que finalement on va, et encore à nouveau, mais ça fait longtemps qu'on l'entend, est-ce que l'IA va remplacer 10, 20, 30, 50, 100% des métiers d'aujourd'hui? Quels sont les métiers à risque, ainsi de suite. Là, ce que nous dit, j'ai repris ici la citation d'Ian Ferguson, en fait, bon, c'est toujours des estimations sur le remplacement, mais par contre, ce dont on est sûr, on peut estimer combien de métiers vont être remplacés. Par contre, ce dont on est certain, c'est que l'IA, elle va venir transformer une très large majorité, enfin une grande partie des métiers des métiers qu'on réalise aujourd'hui. La question, c'est plus de savoir comment on va transformer ces métiers que de savoir si on va être remplacé.
L'autre point, et je reprends là les 2 chiffres qu'il y a au-dessus, c'est que vis-à-vis de l'IA, on a quand même aussi un certain nombre de paradoxes de la part des utilisateurs, des collaborateurs, des professionnels. Là, ici, on est basé sur des études en France. Autant tout à l'heure, BCG, on était sur une tendance internationale. Là, on est plus sur des stats françaises. Donc le paradoxe là sur les 2 premiers chiffres, c'est de dire que d'un côté, on a des collaborateurs qui sont inquiets pour la moitié de voir l'IA arriver et potentiellement remplacer ou en tout cas transformer en profondeur leur métier, et même au-delà de leur métier, c'est aussi leur identité, leur savoir-faire, leurs valeurs, mais que en même temps, pour 70%, seront prêts à déléguer certaines tâches, certaines activités de leur travail quotidien à une IA, et que si finalement une IA peut réaliser certaines actions, ils l'utiliseront sans problème. Donc voilà, ça c'était juste pour relever en fait cette dimension un peu paradoxale, mais en même temps on est des êtres humains et on vit avec nos paradoxes, mais il faut pouvoir les prendre en compte dès lors qu'on va mettre en place un projet IA. Pour continuer là-dessus, décidément petit problème avec le passage suivant. Quelques bonnes pratiques, je dirais, pour maximiser les succès. Bien évidemment, on le redit à nouveau et on le répétera à chaque fois, certes, c'est des projets techno, mais ce ne sont pas que des projets techno. Ils ne doivent pas être uniquement abordés sous l'angle de la techno, parce que sinon, en fait, on n'arrive pas à générer de valeur. Donc, pour maximiser les succès, un certain nombre de recommandations qui là sont basées en fait sur les travaux du Labor IA. À nouveau, c'est des données françaises basées sur des réels projets. Donc, les recos de ce laboratoire, c'est de dire intégrer à partir du travail réel. Il faut embarquer les collaborateurs, et les collaborateurs, les travailleurs, sont les plus à même de savoir quelles sont les tâches qui doivent être réalisées par des IA. Ensuite, c'est dans une logique de co-conception. Donc, ça reprend le point précédent, d'intégrer les personnes directement ciblées comme faisant partie du projet. C'est également de sécuriser les travailleurs. On n'est pas là pour vous remplacer, ou alors on doit définir quelles tâches doivent être remplacées, mais comment on fait évoluer les métiers, comment on fait évoluer les actions, comment on fait évoluer les tâches, tout simplement aussi. Et puis, 4e point aussi, pour éviter, je dirais, tout refus ou tout blocage, c'est de fournir une explicabilité située. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire éviter les effets boîte noire, de dire en gros, voilà, tu vas bosser avec l'IA, ou maintenant c'est l'IA qui travaille à ta place, voilà ce que tu vas faire avec, et voilà quel sera le résultat. Donc éviter en fait ce phénomène de boîte noire qui crée de la suspicion, mais pour expliquer, sans forcément rentrer dans le détail, dans toute la complexité des fonctionnements d'algorithmes, mais au moins d'expliquer dans les grands principes qu'est-ce que l'automatisme va faire, comment il va fonctionner, sur quoi il va s'appuyer, quels sont les paramètres qui vont être pris en compte pour réaliser ce qu'on a demandé à l'IA de réaliser. Je rebondis sur ce que tu dis là, Simon. Je consultais en fait le résultat du sondage là sur est-ce que le sujet de l'IA a déjà été abordé donc auprès des collaborateurs, et donc on est à 91% de oui. On est aujourd'hui dans une tendance où en effet pour réussir en tout cas à maximiser ces sujets, ne jamais oublier en fait les collaborateurs, les utilisateurs, et on voit que c'est un sujet en tout cas qui fait parler, puisque c'est un sujet en tout cas qui a déjà été évoqué dans la plupart de vos entreprises. Ok, ça permet de faire une bonne transition pour la suite, où je te passe la main, Mathis. Oui, donc avant de vous partager, on va dire, ces 3 décisions clés pour le COMEX, moi j'aimerais rappeler un petit peu avant la valeur de l'IA générative, où en fait aujourd'hui, on le sait, l'IA générative, c'est super, ça peut faire plein de choses. Ça peut faire de belles images, ça peut facilement produire du texte, résumer un PDF, des recherches, etc. Mais j'aimerais donc avant de partager en tout cas et d'avancer sur ces 3 décisions clés, j'aimerais aussi rappeler, on va dire, les impacts que ça peut apporter en fait autour de l'IA générative. Donc on les connaît, ces impacts ils sont nombreux. On peut notamment avoir des usages qui vont être non contrôlés lorsqu'on déploie donc de l'IA générative. On peut également avoir donc de la fuite de données. Le fait qu'on embarque en fait nos propres outils d'IA, ça peut en fait entraîner des problèmes de sécurité et de confidentialité de la donnée. Donc également avec de l'exposition involontaire en fait d'informations sensibles. Pour rappel, si vous utilisez aujourd'hui des IA génératives, ce que je vais appeler grand public, donc gratuites, en fait les modèles
s'entraînent sur les données que vous leur partagez. Donc, si demain vous partagez un document qui est confidentiel à une IA générative gratuite et grand public, vous n'êtes plus propriétaire en fait des données que vous partagez. Il y a également des risques qui sont liés en fait au contenu qui peut être généré, ou en tout cas au savoir. Si demain on utilise tous de l'IA générative et on s'inspire de cette IA pour en tout cas générer du contenu marketing, du contenu on va dire plus créatif ou autre, on va se poser la question aussi de comment on fait pour garder les connaissances, les compétences et aussi avoir une certaine innovation en fait dans les résultats générés par l'IA. Donc tous ces impacts en fait nécessitent de poser en fait un cadre d'usage clair dans les entreprises. Et enfin, le dernier impact qui me semble aussi très important à prendre en compte, c'est la consommation en fait énergétique des modèles. Comme vous le savez aujourd'hui, l'IA consomme de l'eau, consomme de l'électricité, consomme des minerais, qui sont d'ailleurs des minerais de plus en plus rares. Et donc, nous, la stratégie, en tout cas chez Isatech, c'est de rappeler les bons usages de l'IA générative. Ce n'est pas juste de déployer de l'IA pour faire des starter packs ou des images qui sont agréables à regarder. Il faut vraiment en fait cibler les usages dans l'entreprise. Donc pour ça, on va pouvoir vous présenter justement les 3 décisions à prendre en compte. Donc la première, ça va être forcément de créer de la valeur pour l'entreprise. La seconde, ça va être de maîtriser les risques et les sécuriser. Et enfin, conduire le changement, c'est-à-dire comment on s'assure que lorsqu'on déploie de l'IA générative, elle sera bien adoptée par les collaborateurs au sein de notre entreprise. Donc concernant la création de valeur, je vais laisser Simon aborder ce point. Ouais, donc là on va reprendre les 3 éléments clés vraiment pour les comités de direction. Nous on aime en fait sur la création de valeur dissocier 3 niveaux qui correspondent à des investissements spécifiques et aussi à des retours sur investissement différents. Le premier niveau finalement c'est le plus simple, c'est la grande nouveauté aujourd'hui, hein. C'est l'intervention sur la productivité individuelle. Le fait qu'on peut avoir des assistants intelligents qui vont nous aider à travailler sur nos tâches quotidiennes, voilà, sur lesquelles on va avancer au jour le jour et qui sont très facilement accessibles et assez redoutables en termes d'efficacité. Donc ça, c'est le premier niveau qui est vraiment d'intervenir sur la productivité individuelle des collaborateurs. Par rapport à ce qu'on disait aussi en intro sur la mesure en fait du retour sur investissement des projets IA, certaines explications sont liées là-dessus en disant qu'aujourd'hui finalement le gain il est sur de la productivité individuelle et que finalement on a rarement de mesures directes de la productivité individuelle sur les tâches administratives. Donc souvent c'est aussi une explication, une tentative d'explication sur ces sentiments de difficulté à mesurer le ROI parce qu'il reste à un niveau individuel sur des tâches administratives qui sont encore rarement mesurées. Donc ça c'est le premier niveau. Le deuxième, c'est de commencer à se positionner sur des fonctions critiques de l'entreprise. On va être plutôt sur des tâches transverses. Donc là, on voit des outils d'IA générative qui commencent à s'immiscer dans les systèmes de gestion de relations clients, dans des processus de recrutement, dans des processus de production. Donc on a souvent des IA plus spécialisées qui vont intervenir aussi dans ces processus transverses. Les enjeux sont plus importants, les investissements le sont aussi également. Et puis le troisième niveau, là va être plus complexe, plus ambitieux, c'est vraiment de travailler sur le modèle économique de l'organisation, sur la chaîne de valeur, où là on va vraiment essayer, utiliser, l'idée c'est d'utiliser l'IA pour se démarquer, pour générer un avantage concurrentiel. Forcément sur ces 3 niveaux, le premier il est très accessible, facile à mettre en place, mais on va gagner potentiellement que quelques petits points de productivité. Là où forcément reconcevoir totalement le modèle économique de l'activité sous le processus et la chaîne de valeur, c'est un peu plus risqué. Les enjeux sont plus importants. C'est aussi parfois plus compliqué à mettre en place pour des sociétés qui existent de longue date. Mais si ça marche, par contre, ça permet vraiment de faire la différence. Toc, toc. Donc ça, c'était le premier sur la sécurité. Je te repasse la main, Mathis, sur la partie sécurité. Merci Simon. Donc concernant le deuxième volet qui est important en fait à prendre en compte pour un CODIR et un COMEX, c'est la dimension risque concernant en fait justement la sécurité donc
lorsqu'on utilise en fait de l'intelligence artificielle générative. Là, on sort un petit peu du cadre d'IA générative, mais on reste plutôt sur la partie données. En fait, aujourd'hui, on sait qu'il y a des risques en externe et en interne concernant la donnée, où notre donnée, voilà, une compromission de données, où en fait, on va avoir des menaces qui peuvent être externes, avec du phishing, par exemple, de boîte mail. Donc, bien faire attention à ne pas cliquer sur tous les liens qu'on reçoit dans notre boîte mail, parce que sinon on peut avoir donc voilà du vol de données. On peut avoir aussi des risques en interne, où en fait un collaborateur peut très bien décider avant un départ dans une autre entreprise de récupérer certaines informations, certaines données. Comment on sécurise en fait ces risques. On peut juste avoir de la fuite de données par justement un manque de négligence en par exemple, partageant des données, comme je l'expliquais, sur des données, sur des moteurs de recherche d'IA générative grand public. Et enfin, le dernier sujet, ça peut être du sabotage de données volontaires, de la suppression de données par un collaborateur qui peut être mécontent. Donc la sécurité, elle est au cœur des décisions stratégiques au sein des entreprises. On sait que voilà, on peut avoir des fuites de données, on peut avoir un manque de préparation en fait par rapport à ces nouveautés concernant l'IA générative. Donc concernant la fuite de données sensibles, j'ai repris une statistique qui évoque que 80% des dirigeants en fait ciblent la fuite des données comme leur principale inquiétude. Et que 48% envisagent de forcément maintenir l'interdiction totale de l'usage de l'IA générative au travail. Donc comme je l'évoquais tout à l'heure, le fait d'utiliser des IA publiques peut entraîner justement une fuite de données lorsqu'on utilise ces modèles et qu'on n'a pas conscience en fait de l'usage de celles-ci lorsqu'on vient donner des données confidentielles en fait au moteur. Ensuite, le second point, c'est donc le manque de préparation, justement, au déploiement de l'IA générative, où 84% des dirigeants reconnaissent en fait la nécessité de renforcer la protection contre les usages et au risque en fait des applications d'outils d'IA. Aujourd'hui, il est important en fait de former des collaborateurs pour s'assurer qu'ils utilisent bien les outils, qu'ils ont bien conscience des risques concernant en fait ces outils d'IA. Et enfin, le dernier point, c'est l'évolution réglementaire. En effet, en 2027, il y a au moins une entreprise mondiale qui verra son déploiement de son IA interdit par des régulateurs de non-conformité aux exigences de protection des données ou de gouvernance d'IA. Pour information, en France, en 2026, on sera sous l'obligation de respecter l'IA Act, ou justement qui impose notamment aux entreprises qui déploient des outils d'IA de pouvoir, si elles sont auditées, de pouvoir justifier que les collaborateurs qui utilisent des outils d'IA ont bien été formés, ont bien pris conscience en fait des risques concernant l'utilisation de ces outils et de la responsabilité que cela peut entraîner. Et du coup, je viens à glisser sur le dernier point, qui est voilà, comment aujourd'hui on arrive à embarquer les équipes et l'organisation autour de ces usages concernant l'IA générative, où en fait l'adoption de l'IA elle doit être incarnée aujourd'hui par l'équipe dirigeante. Il faut être en capacité en fait d'expliquer le pourquoi aux employés, pourquoi on décide de mettre en place de l'IA générative et pour quels objectifs. Donc, à travers toute cette communication, on doit être le plus transparent en fait et positif auprès des collaborateurs. Il faut à la fois reconnaître le potentiel aujourd'hui de l'IA générative, mais comme je l'expliquais, poser également un cadre clair pour l'usage responsable et éthique de ces nouveaux outils. L'important, c'est de donner aux employés en fait les clés pour utiliser l'IA générative intelligemment. Sans attendre voilà, des miracles de ces outils, mais sans en avoir peur également. Et donc pour ça, il faut impliquer les utilisateurs le plus tôt possible. Donc une des erreurs en fait, c'est de croire qu'une fois que l'outil est déployé, les utilisateurs vont s'en servir naturellement. Et en réalité, en fait, sans l'impulsion d'un sponsorship, sans l'impulsion de la direction, on peut avoir un engagement qui peut vite retomber après le déploiement de licence ou la mise en place d'un outil d'IA générative après l'effet un peu de nouveauté qui peut attirer l'usage en fait des collaborateurs. Donc il faut entretenir la dynamique auprès de ceux-ci pour s'assurer que l'IA générative serait utilisée. Donc comme je l'ai mis donc en bas de page, l'IA doit faire l'objet d'une aventure collective portée à la fois par la direction mais aussi les équipes qui seront les principaux utilisateurs de cet outil. Et donc concrètement, ça veut dire prévoir aussi du temps, des dispos pour apprendre, pour discuter, pour adopter en fait ces nouveautés. Merci Mathis. L'idée c'était de présenter aussi maintenant un retour d'expérience parmi d'autres, mais celui-ci était intéressant parce qu'il agrège quand même pas mal des problématiques qu'on a pu aborder. Okay. Et donc
J'ai dit c'était quoi là? Ouais, c'était toi Ouais, qui ouais. reprenais la suivante, pardon. Il n'y a pas de souci. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous repartager un retour d'expérience donc auprès d'un client qu'on a accompagné sur ces sujets avec Simon. Donc en juin dernier, on a donc une entreprise. Voilà, on va vous donner un petit peu le contexte de l'entreprise en question. Donc c'est une PME de 50 personnes dans le secteur donc de l'industrie qui nous a contacté auprès de son dirigeant parce qu'en fait, il se rend compte qu'aujourd'hui, il a des utilisateurs qui utilisent de l'IA générative dans leur quotidien au travail, qui n'ont pas harmonisé ni gouverné en fait autour d'outils d'IA générative. Ils se rendent compte que les collaborateurs viennent avec leurs propres outils et donc ils se posent la question sur est-ce que l'utilisation, donc là on a pris l'exemple de ChatGPT, est-ce que ça peut poser des problèmes, quels sont les utilisateurs qui utilisent aujourd'hui de l'IA générative et pour quels usages. Donc ça, c'était en fait le contexte de la sollicitation de l'entreprise en question en juin dernier. Donc, hop, je passe sur la suivante. On va rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc, comment on a accompagné cette société? Déjà, c'était d'identifier, de qualifier, d'aller un peu dans le détail des cas d'usage, partir à nouveau, comme on le disait tout à l'heure, des collaborateurs, échanger directement avec les équipes pour être dans une logique de co-construction et vraiment de partir du terrain réel. Donc ça, d'ailleurs, c'était une des bonnes pratiques déjà intégrées par la direction qui était de faire confiance à ses collaborateurs en se disant c'est eux qui savent le mieux quels sont les sujets sur lesquels il faut qu'on avance. Donc bon, les éléments finalement étaient assez classiques chez eux et transposables à beaucoup d'organisations. Un premier point, c'était sur le marketing, comment avoir un marketing qui est plus efficient, qui permet de générer plus de prospects. Et donc là, on a vu comment l'IA pouvait aider à transformer finalement le processus de production de contenu marketing pour alimenter le site web, les réseaux sociaux, ainsi de suite. Deuxième point, c'est la dimension commerce. Donc là, sur le suivi personnalisé des prospects, sur le temps de transformation des prospects en clients, sur les phases de négociation aussi, où les commerciaux ont énormément d'éléments à prendre en compte. Et c'est compliqué d'être disponible et d'avoir toujours la petite attention qui va faire la différence pour le client. Donc maintenir cette relation personnalisée. Troisième point là qui est assez significatif, c'est toute la dimension autour de l'analyse de la donnée. Beaucoup de données disponibles là sur la partie production, et l'idée était de voir comment des systèmes d'IA générative pouvaient intervenir ou en tout cas aider les équipes à mieux exploiter ou exploiter plus facilement ces données sans pour autant partir dans un projet dédié de machine learning ou un gros projet avec des gros investissements sur l'historique de données. Et puis dernier point aussi qui avait été retenu et bien discuté, c'est toute la partie support client avec entre autres des problématiques qu'on va retrouver dans beaucoup d'organisations entre finalement un support client qui doit gérer des problématiques et qui parfois a des difficultés à avoir les informations qui pourtant sont connues, soit du commerce, soit de la partie opération. Donc finalement des problématiques de communication interne pour faire en sorte que le support client soit plus efficace dans les solutions apportées aux clients. Donc voilà, c'est des grandes thématiques qu'on va retrouver dans beaucoup d'organisations. L'idée a été d'amener les collaborateurs à prioriser ces sujets, de rentrer un petit peu dans le détail et puis ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a aussi orientés sur des solutions techniques qui pouvaient justement les aider. Et donc sur toute cette partie marketing, commerce et analyse de données, on était vraiment dans cette logique de productivité individuelle avec des systèmes qui n'étaient pas forcément structurés sur le marketing, qui étaient et il n'y a pas de notion péjorative dans ce que je veux dire, mais assez artisanal finalement. Pareil sur le commerce, alors même s'il y avait un CRM, mais finalement il y avait une assez forte liberté et autonomie des collaborateurs sur la partie relations commerciales. Donc là, on a poussé du Microsoft 365 Copilot. En tout cas, on a illustré et démontré comment au quotidien Microsoft 365 Copilot pouvait aider à ses collaborateurs à gagner du temps, aussi bien donc sur le commerce, sur le marketing que sur l'analyse de données. Et puis la brique Dynamics 365, donc Dynamics 365, là en l'occurrence, c'était le CRM qui était utilisé par cette société pour son support client. Donc là, de montrer comment les briques IA
intègrent déjà ces systèmes-là et elles peuvent être exploitées justement sur ces sujets de gestion de connaissances, de partage d'informations entre les équipes et qu'elles permettent de structurer finalement les échanges pour gagner du temps au quotidien. Toc, toc, toc. J'avance parce que... Ah oui, et puis point essentiel aussi, certes il y a la partie technique, mais bien évidemment, il y a aussi la méthode, l'écoute des équipes, l'accompagnement, et c'est aussi de pouvoir les impliquer dans la sélection des solutions techniques qui vont être mises en place. Ça, c'est une façon aussi de les embarquer et de s'assurer que finalement le système qu'on va construire avec eux, les systèmes qu'on va construire avec eux, soient bien validés. En fait, on est dans cette logique de construction. Alors je te repasse la main. On voulait vous partager quelques retours d'expérience en fait des utilisateurs où par exemple avant un commercial sur un rendez-vous d'une heure avec un prospect il pouvait avoir du temps en fait de traitement du prospect en question, sur de la lecture en fait d'informations, de données, etc. Et donc là après donc le déploiement de ces solutions qu'on vous a présentées, que Simon vous a présenté, en fait avec des fonctions simples, il gagnait jusqu'à 30 minutes par jour sur le traitement de réunions commerciales. Il y a également un autre retour où en fait avant un collaborateur utilisait ChatGPT pour notamment créer du contenu marketing et sur les réseaux. Et en fait après le déploiement de ces outils, avec notamment de la création d'agents spécialisés dans l'écosystème Microsoft, donc dans l'outil Copilot, et en fait il se rend compte que c'est tout aussi créatif, mais avec la partie sécurisation et conformité des données en plus. Et enfin le troisième retour, c'était un individu qui expliquait qu'on m'a attribué en fait une licence, mais je pense pas l'utiliser spontanément ou pour les bons usages. Et en fait, après l'accompagnement individuel, il se rend compte que, il a découvert les problématiques de son quotidien. Et donc, où est-ce que l'IA pouvait justement appuyer et l'accompagner, l'aider en fait dans ses tâches quotidiennes. Donc pour aller encore plus dans le concret, on va passer maintenant sur une brève démonstration. Démo produit. Exactement. Et donc là, l'objectif, c'était de vous repartir en fait de cette expérience client pour vous parler un petit peu d'un des outils d'IA générative qui répondait donc au contexte de sécurisation et de conformité de la donnée du client en question, mais également sur la partie cas d'usage. Et donc, on est parti sur l'outil Copilot M365 ou M365 Copilot. En fait, c'est l'outil d'IA générative de Microsoft qui permet notamment, via sa licence premium, de contextualiser les données d'une entreprise pour donc le modèle, le LLM, donc le Large Language Model, donc le modèle de langage de données volumineux en français, de se connecter, en fait, de s'imbriquer avec l'écosystème Microsoft et donc de pouvoir demander à l'intelligence artificielle générative, par exemple, de lui résumer du contenu professionnel en lui posant des questions sur quels sont mes projets en cours, résume-moi mes mails récents sur tel projet, de pouvoir contextualiser de la donnée tout en restant dans un écosystème sécurisé. Donc plutôt que de donner vos documents ou de partager des documents, des fichiers, des emails, des messages avec une IA, l'IA de Microsoft est directement intégrée dans votre univers professionnel, dans vos documents professionnels. Exactement. Et puis, pour aller encore plus dans le détail, illustrer à quoi ça peut ressembler, ici on vous l'a mis dans Teams. On vous a partagé une petite démonstration en fait d'un des usages Copilot en fait. Donc l'outil d'IA générative est imbriqué dans les différentes solutions Microsoft, donc dans les solutions M365. Les solutions M365, ça va être Word, PowerPoint, Outlook, Teams et d'autres. Et donc là, on voulait vous partager un cas d'usage, un cas d'utilisation en fait de Copilot dans Teams. Et lorsqu'en fait on assiste à une réunion avec d'autres collaborateurs, que ce soit des réunions commerciales ou en interne, et bien en fait on peut enregistrer cette réunion et Copilot, donc l'IA, va rédiger un compte rendu automatique de cette réunion. Donc ça c'est super parce que ça permet de gagner du temps, notamment sur la rédaction en fait de ces comptes rendus. On peut ensuite
partager très facilement ces comptes rendus depuis notre boîte mail ou depuis des équipes Teams. On peut également, donc, depuis ce compte rendu, avoir accès donc, aux différents intervenants lors de la réunion. Quand est-ce que les intervenants ont pris la parole, sur quel sujet, parce qu'en fait, il va être en capacité, l'IA, de répartir la réunion sous forme de rubriques, de chapitres, de savoir également quand est-ce que j'ai été mentionné dans cette réunion et de pouvoir interagir avec la mention et donc revenir à l'endroit où, par exemple, mon nom a été mentionné pour quel sujet. Et le plus important, c'est qu'en fait, lorsqu'il génère le compte-rendu de la réunion, s'il y a eu des tâches qui ont été indiquées dans cette réunion, et bien en fait, on a un plan d'action futur avec le responsable de cette future tâche. Pardon, je suis allé vite sur ma transition. J'étais un peu coupé la chic, Métis. Donc les points, entre autres, qui étaient évoqués là tout à l'heure dans le témoignage pour cette personne du commerce qui disait qu'elle gagnait 30 minutes sur chaque traitement de réunion commerciale, c'est en fait c'est justement ce cas d'usage où ça lui permettait, voilà, en gros, dès qu'on termine la réunion commerciale, de pouvoir envoyer dans la foulée un compte rendu pro avec tous les éléments qui sont à disposition. Là, l'idée, c'était de vous montrer aussi comment, dans le cadre de cette organisation, ça c'est des éléments qu'on avait préparés justement pour ce client, d'illustrer comment l'IA intégrée dans les outils de productivité au quotidien permet en fait de gagner du temps sur tout un ensemble de tâches administratives parfois un peu rébarbatives. Et donc, on avait repris finalement le quotidien du dirigeant pour expliquer comment, voilà, première étape, c'est que Copilot, y compris sur mobile, va pouvoir interagir directement avec vos boîtes mail et donc de faire un résumé, par exemple, des emails que vous avez reçus dans la semaine, dans la journée, dans le mois. Il suffit de lui poser la question, il va le faire automatiquement en langage naturel et donc en faisant ressortir a priori les emails qui sont importants par rapport aux personnes avec qui vous échangez. Également, on va retrouver, parce qu'on est connecté sur le Microsoft Graph, donc les notions de supérieur hiérarchique. Ça, c'est des choses qui peuvent être prises en compte aussi par Copilot pour y prêter une attention particulière. Donc, en même temps, Copilot, il a cette capacité d'aller sur une même requête rechercher dans vos emails, dans les fichiers, dans les réunions. Donc, à partir du moment où ces éléments ont été traités, vous allez en une seule question pouvoir agréger des informations issues de ces différents environnements. Et on sait que parfois, c'est un petit peu embêtant de dire, mince, c'était dans un email, c'était dans une réunion, c'était dans un document. Pas toujours évident. On va pouvoir aussi utiliser, donc là, via les fonctionnalités Copilot dans les applicatifs, par exemple, transformer un contenu de mail en document Word et puis retravailler directement sur cette base-là sans avoir à faire des copier-coller parfois un peu rébarbatifs. On va retrouver l'élément Copilot dans Teams, on en a déjà parlé sur le résumé et l'analyse automatique des réunions Teams. Et puis, on va aussi pouvoir utiliser Copilot dans PowerPoint, par exemple, à nouveau pour transformer un document d'analyse qui aurait été produit dans Word, détaillé, pour en faire une version plus synthétique. Là aussi, on va pouvoir demander à Copilot de partir directement d'un document Word pour créer un PowerPoint et reprendre la structure, reprendre les éléments clés, identifier les éléments importants. Et puis, dernier cas, c'est que si on est aussi amené à travailler sur un jeu de données Excel, par exemple ici, sur des calculs de primes, on va pouvoir là aussi, dans Excel, utiliser un agent intelligent en mode conversationnel pour analyser le fichier, produire des graphiques et gagner là aussi du temps sur ce qu'on peut avoir à faire comme analyse, par exemple dans un dossier financier. Donc il y a énormément de fonctionnalités en fait à travers cette licence M365 Copilot, puisqu'en fait on va avoir l'IA générative embarquée dans l'écosystème M365 de Microsoft, donc dans l'ensemble des outils. Je rebondis sur le résultat du sondage qui a été posé dans le chat sur avez-vous déjà utilisé Copilot dans Microsoft 365 et 50% ont dit oui, je l'utilise ponctuellement. Ok, donc bien, vous étiez au bon endroit alors. Donc l'idée c'était en effet pas d'être exhaustif sur les fonctionnalités parce que ça bouge beaucoup
très très vite, très souvent. Donc il y a plein de choses qui arrivent. L'idée, c'est de trouver le bon cas d'usage. Nous, notre philosophie, c'est plutôt de partir du cas d'usage pour trouver la fonctionnalité et pas forcément essayer de passer en force des fonctionnalités, parce qu'il y en a tellement. Donc, on arrive à peu près à tenir le timing. Là, l'idée, c'est si vous souhaitez aller plus loin sur l'exploitation, sur la valorisation de Copilot ou la mise en place de fonctionnalités sur mesure, c'est de vous rappeler que nous, on est là et c'est ce qu'on fait. Juste parce qu'on n'a pas trop parlé de notre structure jusqu'alors. Donc, on fait partie, on est le groupe d'Imood. Et donc, on est un acteur de référence dans l'intégration et le développement des solutions SaaS pour les entreprises, avec un certain nombre de marques, mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet, si ce n'est de dire qu'on est aujourd'hui 300 collaborateurs principalement sur la France et le Portugal. Donc ça, c'était le groupe, finalement, la maison mère. Et nous, aujourd'hui, on a communiqué principalement en tant qu'Isatech. Nous, on travaille principalement sur des solutions Microsoft, donc que ce soit au niveau ERP, au niveau CRM, data, IA, cloud, sécurité ou collab. Donc ça, c'est tous nos domaines de compétences autour des technologies Microsoft. Hop, on avance vite fait. Oui, et depuis plus de 25 ans, en fait, on est un partenaire donc, de Microsoft et on est certifié Microsoft. Et là, on a eu une nouvelle certification en ce qui concerne notamment Copilot. Donc, depuis juin dernier, on est certifié Ready Tier Partner en ce qui concerne l'expertise autour des solutions IA de Microsoft. Tac. Si vous souhaitez aller plus loin, en fait, on est en capacité de vous accompagner à travers plusieurs prestations, que ce soit liées à la data ou l'intelligence artificielle. En fait, on va être en capacité de vous accompagner sur du conseil, sur de l'audit de vos données, de vos usages, de vos process. On est en capacité également de vous accompagner sur de la formation, pour pouvoir vous apprendre à utiliser les outils qui concernent des outils digitaux, que ce soit liés à l'IA ou non. Et enfin, on est en capacité également d'intégrer et de développer des agents dans vos écosystèmes. Et donc, pour bien démarrer autour des sujets d'IA générative, on a ces offres packagées. Alors, pourquoi on les a packagées? Parce que ça fait déjà quelques années qu'on intervient sur ces sujets-là, et finalement, on avait régulièrement les mêmes demandes. Donc, l'idée, c'est en fonction de vos attentes, de là où votre organisation peut se positionner. On va proposer ces trois typologies. Donc la première, c'est vraiment une entrée en matière. C'est plutôt des organisations qui vont nous demander sur, souvent on entend parler des termes d'évangélisation, d'acclimatation. Enfin bon, finalement le sujet, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'IA, c'est quoi l'IA générative et qu'est-ce qu'on peut le faire dans le contexte d'organisation, PME, ETI, pourquoi pas grand groupe ou filiale. Donc là, nous, ce qu'on propose, c'est de faire des demi-journées, donc des ateliers de demi-journée avec un CODIR, un COMEX pour construire une roadmap stratégique et identifier des chantiers prioritaires. Autre type de prestation, donc ça c'est plus le type de prestation qu'on a fait là sur le retour d'expérience. On a montré un peu les résultats, enfin on a survolé les résultats. On va vraiment rentrer dans le détail de la mise en œuvre et donc on va identifier via des ateliers, via des entretiens avec les collaborateurs, les cas d'usage, des chantiers, comment on va pouvoir les mettre en place. Et puis, dernier point, là, c'est plus pour des structures qui ont déjà déployé ou qui souhaitent déployer ou qui vont déployer des licences Copilot M365. On est sur une logique vraiment de formation et d'accompagnement des équipes, avec à la fois de la formation, on va dire, classique, mais surtout, l'élément différenciateur, c'est un coaching individualisé, hebdomadaire, pour les utilisateurs. Donc, c'est-à-dire, une fois que les personnes ont été formées, qu'on a validé qu'elles avaient aussi envie d'y aller, comment on va les suivre dans le temps pour faire en sorte que on arrive à positionner ces fonctionnalités vraiment dans le quotidien des équipes. Je rebondis, Simon, on a une question dans le chat. En effet, il y a une personne qui a mis « Bonjour, j'ai plusieurs de mes collègues qui sont réticents à utiliser l'IA au quotidien. Vous faites des accompagnements spécifiques sur ce sujet ?» Tu veux répondre ou... Je peux commencer à répondre. Vas-y. Donc, en effet, nous, dans notre stratégie, c'est de bien cibler en fait les utilisateurs.
Donc pour ça, en fait, on réalise une enquête auprès des collaborateurs de l'entreprise pour essayer de déterminer en fait la maturité d'IA au sein de cette entreprise pour en fait faciliter le déploiement d'outils ou de licences aux bons utilisateurs. Déjà en première étape, se dire on ne va pas déployer un outil d'IA à un utilisateur qui est réticent en fait à l'utiliser. Donc ça c'est le premier volet. Ensuite le second volet c'est qu'on propose également à travers des experts en fait sur la partie psychologie sociale ou autre qui vont faire des sessions de formation mais également de sensibilisation sur les leviers en fait qui peuvent partager en fait à un groupe de collaborateurs dans l'entreprise pour justement favoriser l'adoption de ces outils, réussir en fait à rassurer aussi auprès de ses usages, etc. Et nous aussi, on intervient avec Simon sur la partie justement audit, où lorsqu'on va échanger avec les métiers, avec les collaborateurs, et ben en fait, on va essayer de comprendre comment ils travaillent au quotidien. Et eux, en fait, l'objectif, ça va être qu'ils nous partagent en fait leurs usages et à partir de là, co-construire en fait les possibles solutions avec de l'IA générative et également la conception en fait ou le choix de l'outil d'IA générative au quotidien. Donc, on va agir en fait sur plusieurs plans avec les collaborateurs. C'est pour ça qu'on rappelait que certes, c'est des innovations, c'est de nouveautés technologiques, mais ce ne sont pas que des projets technologiques. Et là, après, je fais une généralisation aux projets informatiques. Souvent, les projets informatiques qui se plantent, ça arrive parfois. C'est rarement à cause de sujets technologiques, mais c'est plutôt des sujets humains. Parce qu'il y a des utilisateurs, parce qu'il y a des développeurs, parce qu'il y a des concepteurs. Et c'est souvent plutôt à ce niveau-là que se posent les problèmes. Et donc, ça fait déjà un certain nombre d'années qu'Isatech a pris la décision d'intégrer des experts, donc en l'occurrence une docteure en psychologie sociale. On a aussi une thèse en cours sur ce sujet pour accompagner ces points spécifiques. On est arrivé au terme de la présentation. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Mais en tout cas, on vous remercie de votre participation. Et puis, on espère que ça a été productif pour vous. Et écoutez, merci beaucoup. Très belle journée. Merci Mathis. Merci Simon et merci à tous pour les réponses dans le chat et pour les sondages. Au revoir. Au revoir.